la Maison des Artisans, très largement, a sollicité nos invités ce matin pour répondre à toutes les questions. Formation, quel métier, quel secteur, quelle qualification. Alors, petit tour de table de présentation. Pierre-Henri Charles, le patron, entre guillemets, de la direction de la formation professionnelle continue. Bonjour. Bonjour. Philippe Martin à vos côtés, directeur de l'IDCNC. Bonjour. Nous avons également à nos côtés Daniel Delahaye, donc pour ADECO, qui représente également la Fédération des entreprises du travail temporaire, donc de l'intérim. Bonjour. Et enfin, donc, au bout de la table, Théodore Mohamed, qui est donc chargé de mission à la cellule Cognan et qui nous permettra d'avoir une perspective un petit peu globale sur ce qui se passe dans le Nord et sur la région PKP, et peut-être avec l'idée de faire un peu le tri entre les idées reçues et la réalité du bassin de l'emploi. Alors, bonjour. Bien sûr, j'insiste encore une fois, tous les acteurs du public, le public est acteur ce matin, vous êtes invités à poser vos questions. On va commencer très concrètement avec vous, Philippe Martin. L'IDC a produit une étude, une enquête auprès des entreprises pour essayer de savoir très précisément quelles sont les opportunités de travail sur le marché calédonien. Il y a 132 métiers porteurs qui se dégagent de cette étude. Je vous épargnerai la litanie des 132 métiers, mais globalement, si on essaie de synthétiser un petit peu, quels sont ces bassins d'emploi? Alors, un métier porteur, petite définition, hein, c'est un métier pour lequel il y a plus d'offres d'emploi, on dit plus de besoins que de personnes susceptibles d'occuper ces emplois. Voilà ce que c'est qu'un métier porteur. Donc effectivement, vous l'avez dit, 132 métiers porteurs à peu près en Nouvelle-Calédonie. Deux secteurs se dégagent dans ces métiers porteurs. Le secteur du BTP, avec à peu près 34% des métiers porteurs qui sont dans ce secteur d'activité. Et le deuxième secteur phare des métiers porteurs, ce sont les industries diverses, avec un peu plus de 27%. Alors on va commencer par le concret. Ça, c'est le constat, BTP, et puis on a derrière l'industrie et la mine. Pierre-Henri Charles, vous avez la lourde tâche de former les Calédoniens pour qu'on arrive à l'adéquation, la fameuse adéquation entre le besoin et l'offre. Est-ce que finalement cette adéquation est possible? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour accéder à ces métiers du BTP et à ces métiers de la mine? Alors en fait, nous, on a la lourde tâche d'acheter la formation aux organismes de formation en fonction des besoins du marché du travail. Donc c'est le rôle de la direction de la formation professionnelle continue, qui est une direction du gouvernement. Et donc sur la base des études réalisées par l'IDCNC, sur la base aussi, puisqu'on affine les besoins, sur la base du tableau des activités professionnelles, c'est-à-dire tous les travaux qui ont été faits par la commission interprofessionnelle paritaire d'emploi local et par les rencontres qu'on peut avoir avec les entreprises ou les branches professionnelles, on affine en fait la commande et on passe à un appel d'offres en direction des organismes de formation du territoire ou hors du territoire pour mettre en œuvre ces formations. Donc, est-ce que finalement vous êtes un passage obligé pour le public qui nous écoute et peut-être celui qui assiste aujourd'hui avec un besoin, qui cherche un emploi? Est-ce que vous êtes le passage obligé pour accéder à ces métiers porteurs? Alors, on ne va pas définir le rôle de la DFPC dans ces termes-là. Les passages obligés, c'est les personnes qui sont en contact avec les bénéficiaires, ou en tout cas les personnes en recherche de formation. C'est-à-dire les conseillers en insertion qui travaillent dans les provinces, dans les NIJ, à Cap Emploi, au CEF, le service emploi formation de la province Sud, qui travaillent à la MIJ province Nord, etc. Et qui travaillent aussi à l'IDCNC dans un service qui s'appelle le IOPS. Et donc c'est ces personnes-là qui sont en charge de rencontrer le public demandeur et de les positionner sur les formations que l'on achète par rapport aux besoins. Donc on est le passage obligé pour l'achat de formation. Une fois qu'on a acheté la formation aux différents organismes de formation, il appartient aux différentes structures d'insertion et de placement d'envoyer les stagiaires sur ces actions de formation. Alors, Daniel Delahaye, pour les entreprises d'intérim, on les a vu très représentées là, dans le forum depuis 2 jours. Absolument, on a été très sollicités. J'ai dit absolument, on a été très sollicités. Quel est votre rôle dans cette adéquation entre l'expression du besoin par les entreprises et puis les chercheurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, qui sont là et qui sont en quête d'un métier? Les demandes nous arrivent en général par les entreprises sur un métier très spécifique, un emploi à pourvoir, un poste à pourvoir pour préciser.
effectivement, et de l'autre côté, les demandeurs d'emploi ou les candidats ou ceux qui souhaitent changer d'emploi s'adressent à nous pour qu'on puisse les mettre en relation avec ces fameuses entreprises. Alors on a parlé, on va aller dans le concret tout de suite, on a parlé du BTP comme l'un des premiers secteurs phares en termes de métiers porteurs, c'est-à-dire qu'il y a du travail dans le BTP, les entreprises cherchent à embaucher. Quel type d'emploi, soyons très précis, quelle qualification et dans quel secteur géographique, parce que là encore les Calédoniens sont peut-être intéressés de travailler au plus près de leur habitation. Philippe Martin peut-être sur le BTP, en essayant d'être un petit peu précis sur quel métier on trouve aujourd'hui dans le BTP. Alors dans le BTP, on trouve des métiers à la fois avec une faible qualification comme des métiers à qualification élevée. Donc faible qualification, on a ouvrier en maçonnerie, on a conducteur d'engin, mais on a également des métiers extrêmement avec une qualification très forte, comme par exemple conducteur de travaux, chef de chantier ou ingénieur. Donc c'est très varié dans le secteur du BTP. Les bassins d'emploi, ils sont ceux où il y a l'activité économique, donc évidemment Nouméa, le Grand Nouméa, la province Nord avec KNS, faible activité dans les îles, il faut le dire. Donc en fait l'activité se détermine par rapport aux projets qui sont menés, aux projets de développement qui sont menés. Alors aujourd'hui, la conjoncture du BTP n'est pas forcément très très favorable. Est-ce que pour autant il y a toujours autant d'emplois dans ce secteur de la Merci. Si vous me posez la question à un moment T, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous répondrai qu'effectivement, il y a des besoins qui sont exprimés par les entreprises sur ces différents niveaux de qualification, mais à aujourd'hui, lorsqu'on présente des profils, les entreprises préfèrent attendre avant d'intégrer. Donc on a un marché qui est très très volatile. Si on se reporte à ce qui s'est passé l'année dernière, effectivement, il y avait beaucoup de gens et beaucoup de demandes sur le secteur du BTP. En fin d'année, on s'est aperçu que ces demandes se sont tassées, ou alors les postes à pourvoir ne sont pas pourvus, d'une part parce que les entreprises ne sont pas pressées d'intégrer, et d'autre part parce que les demandeurs sont partis travailler à leur propre compte, plutôt sur de la rénovation que sur des gros ouvrages ou des commandes publiques. Alors la commande publique, il y a le Medipôle qui arrive bientôt. Est-ce que là, on va avoir du coup forcément une tension, il y a un petit problème de micro, donc ça va bien. Est-ce que le Medipôle peut générer forcément une tension sur le marché du BTP? Et encore une fois, quel type de métier on va rechercher à ce moment-là? Bon, j'ai des problèmes dans le micro, effectivement. Non, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les entreprises nous signalent que d'ici 6 mois, voire 9 mois, ça va être très compliqué pour elles. Elles nous demandent d'ores et déjà de positionner des personnes ou faire des recherches en amont, mais ce qui est absolument impossible, puisque, bon, encore une fois, je vous le répète, on a une population qui est extrêmement volatile et qui passe d'un métier souvent à un autre, et on a plutôt des gens qui sont très très polyvalents. Les emplois ou les qualifications confirmées, elles ne sont pas en recherche d'emploi. Pierre-Henri Charles, sur ce point de la formation dans le BTP, on sent que c'est un point un petit peu épineux. Il y a des besoins et pourtant on n'arrive pas à y répondre. Qu'est-ce qui se passe? Alors on parlera ensuite d'autres secteurs parce que la comparaison est intéressante. On a aujourd'hui effectivement une demande des entreprises fortes sur les métiers du gros œuvre et second œuvre. Donc comme l'a dit Philippe, ouvrier de la maçonnerie, coffreur, brancheur, donc ça c'est pour ce qui est du gros œuvre. Je vous coupe pour donner quelques précisions. On estime d'ici 2013 à 350-400 emplois, demandes des entreprises sur ce type d'emploi non qualifié. Donc c'est non négligeable. Tout à fait, tout à fait. Et donc sur le niveau 5 aussi les métiers du second œuvre, c'est-à-dire les plombiers, les plaquistes, les peintres, etc. Et donc pour préparer justement ce chantier ou d'autres chantiers ou le redémarrage du secteur du BTP, on a acheté un certain nombre de formations qui répondent à ce besoin-là. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une réponse, il n'y a pas un engouement des personnes à venir s'inscrire sur ces formations. Alors autant sur les conducteurs d'engins du 7e C de Corot, on a une liste d'attente de 2 ans, autant sur des plaquistes, des plombiers, des coffreurs brancheurs, on a des stages de 12 personnes qui doivent démarrer prochainement et pour lesquels on a 3 stagiaires d'inscrits. Donc
On va prendre la balle au bon, soyons très concrets pour des auditeurs ou des personnes qui seraient intéressées pour ce type de formation, même si apparemment elle n'est pas spécialement attractive ou recherchée pour l'instant. Comment on s'inscrit? Quelles sont j'allais dire, la durée de formation et les contraintes qui peuvent aller avec cette formation? Alors, l'inscription, elle commence par un geste simple, prendre son téléphone et appeler le 05 0709, l'appel est gratuit. 05 0709, voilà, donc, et à ce moment-là, un conseiller, dont a parlé Pierre-Henri tout à l'heure, prendra en charge l'appel et la personne pour l'amener vers la formation. La formation, elle dure, c'est en fonction évidemment du niveau recherché et de la complexité de la formation. Il faut savoir aussi que les demandeurs d'emploi, lorsqu'ils sont en formation professionnelle de la Nouvelle-Calédonie, sont indemnisés. C'est une formation qui leur... À quelle hauteur? Alors 80% du SMG, je parle sous le contrôle de Pierre-Henri, ça c'est sa partie. 80% du SMG pour des stagiaires qui ne sont pas hébergés et 50% pour des stagiaires, 40% pour des stagiaires qui sont hébergés. Donc on est entre 60 000 et 120 000 francs à peu près d'indemnisation pendant la formation. Exactement. Donc, et dans des secteurs porteurs, il est évident que l'insertion professionnelle est en général à la clé. Théodore, Pierre-Henri Charles, je voulais juste compléter ce que vient de dire Philippe, donc le numéro vert, mais aussi quand on est dans l'intérieur ou dans les îles, c'est de prendre contact avec le conseiller en insertion et en information le plus proche qui lui mettra la personne en relation avec la cellule de l'IDCNC. Alors on sait bien aussi que la difficulté pour les stagiaires qui viennent, forcément qui ne sont pas sur Nouméa systématiquement, que l'hébergement, le transport et l'indemnité sont un facteur de réussite ou une difficulté pour que les gens puissent s'inscrire. Donc on essaye d'avoir une prise en charge globale de la personne, c'est-à-dire la restauration, l'hébergement et le transport. Donc ça on le gère avec l'organisme de formation qui met en œuvre la formation citée. Théodore Moyamat, donc je le rappelle de la cellule Konyombo, donc vous avez vraiment une vision sur la zone VKP. Sur ce secteur du BTP, on a forcément l'usine qui doit drainer un certain nombre d'emplois. Est-ce que là aussi, il y a encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons et pour les prochains mois, des besoins? On a fait réaliser par la cellule BTP, en fait, la cellule du bâtiment, une étude prévisionnelle sur les besoins en 2012, prévisionnelle de production sur les marchés publics et les emplois qui sont liés. Effectivement, une grosse demande en matière de bâtiment, qui fait ressurgir des besoins en gros œuvre de l'ordre de 200 personnes, etc. Aujourd'hui, 200 personnes sont recherchées sur le Nord. Voilà, pour faire du bâtiment essentiellement. Donc voilà, et sans compter le second œuvre, comme disait Henri tout à l'heure, donc il y a effectivement une forte demande qu'on n'est pas sûr de pouvoir répondre parce qu'effectivement, on manque de manœuvre sur la formation et sur le VKP en général. Les entreprises étant le plus souvent occupées ailleurs, effectivement, et occupent des marchés notamment liés à la construction de l'usine, bien que la phase de construction commence à se terminer pour passer sur la phase d'opération. Mais aujourd'hui, on a un gros besoin à la fois en bâtiment, à la fois en TP et en génie civil. Alors quand vous dites on n'est pas sûr de pouvoir répondre à ces besoins, comment on le fait? Du bassin de l'emploi, et on fait venir des entreprises extérieures, hors zone provinciale. Voilà. Et effectivement, ce besoin va être grévé forcément par le médical et par d'autres constructions à venir sur la Nouvelle-Calédonie. Donc le marché, la demande est énorme forcément, mais on a quelques difficultés, des grosses difficultés à répondre. Une question quand même encore sur le BTP. Est-ce que les femmes peuvent elles aussi prétendre à ces métiers-là, j'allais dire, de la même façon, sachant que face au chômage, le chômage est encore un peu plus féminin que masculin aujourd'hui. Est-ce que là, il y a des opportunités, j'allais dire très sincèrement et très concrètement? Pierre-Henri Charles. Oui, je vais répondre puisqu'on se regarde tous. Depuis maintenant 4 ans, le gouvernement et le BTPNC a prévoyé cette année pour informer ou en tout cas communiquer sur l'accessibilité des femmes aux métiers dits masculins. Donc aujourd'hui, à part quelques métiers qui restent encore masculins compte tenu des difficultés, on va parler des métiers de la mer, des matelots à la pêche, des choses comme ça, parce que ça nécessite des aménagements particuliers sur les navires. Mais sur les métiers du BTP, je pense qu'on a suffisamment communiqué pour essayer de faire comprendre aux femmes et aux filles qu'elles étaient les bienvenues dans ces secteurs-là.
Alors, le BTP, est-ce que peut-être dans la salle, s'il y a des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Anne-Marie, il suffit de faire voilà, un petit signe à Anne-Marie et qui vous tourne le micro. Patrick Cotin, donc, qui est responsable de la formation à la CCI, vous souhaitiez réagir? Oui, bonjour. Effectivement, Pierre-Henri Charles avait dit les formations dans le BTP au regard de la commande publique. Moi, je voulais faire un petit focus sur les formations par référence au contrat d'apprentissage. Effectivement, toujours dans le BTP, la Chambre de commerce et d'industrie met en place une formation bac professionnelle en partenariat avec le lycée Equality. Et il n'y a pas un engouement des jeunes pour s'inscrire sur ce dispositif de formation qui débouche par un bac professionnel, qui permet effectivement ensuite d'accéder à un certain nombre de métiers d'ailleurs du BTP. C'est pas ciblé précisément sur de l'ouvrier comme brancheur, du plaquiste et autres. Alors, est-ce que c'est la peur du BTP? Est-ce que c'est la peur peut-être du lendemain où on sait qu'aujourd'hui il y a des chantiers, il y a des travaux et que effectivement dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce que je serai encore dans ce métier? Est-ce que c'est effectivement peut-être un aspect motivationnel d'aller travailler simplement en plein air tous les jours, sous la pluie, sous le soleil, dans des chantiers qui effectivement demandent beaucoup de productivité? Je pense qu'il y a un aspect motivationnel. Les jeunes pour rentrer, enfin les jeunes moins jeunes d'ailleurs, on est sur une tranche 16 et au-delà de 26 ans, en tout cas sur les formations pour adultes, pour intégrer ce type de métier. Et je pense que c'est réellement une problématique de motivation, d'avoir envie de travailler, et puis de mobilité également. On fait des formations sur l'UNEA, on fait des formations en province nord, mais on peut imaginer qu'effectivement les jeunes ou moins jeunes formés sur l'UNEA puissent se déplacer en province nord, puis ensuite de la province nord se déplacer sur l'UNEA, problématique du transport interprovincial. Donc il n'y a pas qu'un facteur unique, c'est multifactoriel. N'empêche que, et pour terminer, on se rend compte que sur cette formation professionnelle logo, alors que les professionnels, alors que le secteur du bâtiment nous demande à former, on n'a pas une réponse, et de la part des entreprises, je vais dire, et de la part également après des jeunes pour entrer en formation. Donc le BTP, on l'a vu, il y a des opportunités, finalement, peu de personnes intéressées. La mine, aujourd'hui, forcément stimulée par la dynamique des grands projets, on a l'impression que tous les emplois sont dans la mine. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le salut des chercheurs d'emploi aujourd'hui est dans leur verre? Théodore Mohamed pour le Nord. Effectivement, la mine est un gros pourvoyeur d'emploi, on le remarque tous les jours. KNS et d'autres milliers d'autres opérateurs font des opérations de charge de communication à ce niveau-là. Bien entendu, il n'y a pas que la mine, forcément. Donc, si on part du principe que le développement économique s'auto-alimente finalement sur l'espace BKP, la province Nord a fait le choix d'accompagner ce même développement économique en mettant en place des infrastructures publiques. On parle bien évidemment de l'hôpital qui va avoir des jours en 2015-2017 et qui va être pourvoyeur de à peu près 126 emplois répartis à la fois sur du personnel administratif que soignant, etc. Nous avons également... Quel type, pour être très précis, parce que je pense que l'information peut intéresser, l'hôpital, c'est quel métier, quelle formation, et finalement, on parle de 2013, il n'est pas trop tard peut-être pour des jeunes pour se préparer, pour avoir ce type d'emploi comme objectif. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour amener les gens du Nord sur ces emplois? Au niveau de l'hôpital, donc le scope n'est pas encore terminé, mais effectivement on a identifié, c'est-à-dire l'éventail des métiers d'activité qui sont prévus en emploi, en activité sur l'hôpital, donc c'est pas encore véritablement terminé. Simplement on a un petit visuel à savoir à peu près, on va dire, au niveau de l'administration, donc ça va nous amener entre le directeur et la secrétaire à peu près pour 5 emplois. Ensuite, au niveau du personnel technique, je suis en France Belge parce que c'est important, donc des services techniques, donc 7, donc ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est maintenance, etc. Et ensuite du personnel soignant, à peu près 92, entre le manipulateur radio et évidemment les aides-soignants, les infirmiers, etc. Et bien entendu le personnel médical avec les chirurgiens et les personnes. Mais on n'a véritablement pas encore arrêté la liste officielle des activités. 92 emplois donc, dans le médical, oui. C'est un volume important. Est-ce qu'à aujourd'hui, à votre connaissance, c'est une vraie opportunité, c'est-à-dire pour les jeunes d'aujourd'hui, de se former là-dedans, ou est-ce qu'il y a déjà, suffisamment d'infirmiers, suffisamment d'aides-soignants pour pourvoir à ces futurs emplois?
malheureusement, il n'y a pas assez d'infirmiers et pas assez d'aides-soignants. Peut-être heureusement pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, tout à fait. Donc, pour pouvoir pourvoir ces emplois, donc c'est le moment de se préparer. Manipulateur radio, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas du tout. Hein. Et effectivement, donc aujourd'hui, au niveau de la formation, pour ce qui s'agit des idées des infirmiers qui connaissent l'État, on mène une étude de prospective pour voir comment on peut évidemment pourvoir ces emplois-là. Là, pour l'instant, a de son côté organisé le recrutement de ces infirmiers diplômés d'État en mettant en place des pré-concours sur le lieu de formation de Tours. Donc voilà, et aujourd'hui, on arrive à de bons résultats qui avoisinent à peu près les 12 à 13 infirmiers qui sortent de l'école d'infirmiers originale pour l'instant, qui sortent de l'école d'infirmiers de l'IPS. Voilà, donc ce sont des. Mais on est loin du compte, on a encore besoin pour alimenter nos structures. On va revenir vers vous parce que je crois qu'il y a d'autres possibilités d'emploi, mais Philippe Martin, sur cette formation particulière sur les métiers médicaux, quelle est la capacité de la Nouvelle-Calédonie à former pour répondre à ces emplois? Autrement dit très clairement, est-ce que les jeunes, moins jeunes, qui aujourd'hui seraient intéressés pour ce type de profession, doivent envisager d'autres parcours que la formation locale? Alors, M. Mohamed a parlé de l'IFPSS, qui est l'organisme de formation en fait pour les métiers de la santé, infirmiers, aides-soignants et d'autres encore. Sa capacité a été doublée, l'accueil a été doublé, mais ça reste vraisemblablement insuffisant par rapport aux besoins du pays. Donc il y a effectivement d'autres possibilités qui sont de se former à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, en métropole, parce que en plus c'est un métier qui est réglementé, le métier d'infirmier. Et je sais que la province des îles a développé d'autres opportunités avec d'autres pays européens, la Belgique, je me souviens, pour acquérir cette qualification d'infirmier. Donc évidemment, si localement l'outil de formation est saturé, il y a toujours la possibilité de partir à l'extérieur pour se former sur ces métiers, sur ces niches. Daniel Zéla, vous souhaitiez compléter peut-être? Oui, je souhaitais intervenir sur ce volet parce qu'au-delà de la formation, il y a également l'expérience. On s'aperçoit quand même que les entreprises font de gros efforts pour intégrer des jeunes ou pour intégrer des jeunes diplômés, mais que malheureusement, il faut quand même un minimum d'expérience pour pouvoir être compétitif et productif, ou en tout cas pour que l'entreprise le soit derrière. Donc les entreprises n'ont pas toute la capacité de n'intégrer que des jeunes par rapport aux commandes qu'elles ont de la part de leurs clients. Pour avoir un panorama géographique un petit peu complet sur toujours ces métiers de la santé, est-ce que ça peut être aussi des métiers porteurs dans une certaine mesure sur les îles, sur la côte Est? Philippe Martin. À vrai dire, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet, mais là, comme pour le BTP ou comme pour d'autres métiers, où sont les centres qui ont besoin de ce type de métier? Ce sont des centres hospitaliers, qu'ils soient provinciaux ou territoriaux, des dispensaires également. Mais il y a aussi d'autres activités qui ne sont pas liées aux infirmiers, mais ce sont les auxiliaires de vie, qui sont des métiers du social, qui sont à la limite du sentier du social, de la personne, qui là vont, à mon avis, dans les prochaines années, avoir un fort développement et sur l'ensemble du territoire. Il se trouve néanmoins, donc je ne voudrais pas créer d'engouement, voilà, il se trouve néanmoins que beaucoup de femmes au chômage sont qualifiées dans ce type de métier. Donc il y a un stock, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, mais il y a un stock de personnes qui sont susceptibles d'occuper ces métiers dans les prochaines années. Donc je ne pense pas que ça deviendra rapidement un métier porteur. Daniel Delay, je vous vois acquiescer. Là, on parle des métiers de la petite enfance, des métiers justement pour s'occuper des personnes. De quel métier parle-t-on vraiment derrière cette appellation aide à la personne? Je crois que l'aide à la personne est un domaine qui est large. Philippe Martin parlait des auxiliaires de vie. Je m'aperçois qu'au fur et à mesure et au fil du temps, effectivement, il y a des demandes qui sont des demandes de plus en plus pressantes de la part des entreprises ou de la part des particuliers pour un volet d'accompagnement plus spécifique à la personne, qu'il soit sur la petite enfance ou qu'il soit également sur les personnes âgées. Par contre, il faut quand même bien préciser que très souvent, c'est le milieu associatif qui prend le relais, et que les salaires proposés sur cette branche-là ne sont pas toujours très très élevés. Et donc, plus on ira vers la professionnalisation
organisation où il y aura, je pense, une montée de salaire à ce niveau-là. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des métiers à plein temps, ou en tout cas, même si c'est du plein temps, ça recouvre de l'aide à plusieurs personnes. Donc ça demande une mobilité, un investissement personnel et une difficulté à travailler plus spécifiquement sur ces métiers. Une nouvelle question, Patrick Cotin de la CCI. Non, pas forcément une question, mais au moins une remarque. On soulevait effectivement l'expérience professionnelle des jeunes pour pouvoir intégrer facilement les entreprises, en tout cas plus facilement les entreprises au-delà du diplôme proprement dit. Il existe en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le monde d'ailleurs des formations dites par alternance, donc des temps de formation en centre de formation et des temps de formation en entreprise où effectivement le jeune va acquérir de l'expérience professionnelle. Alors, on appelle ça des formations par apprentissage, on appelle ça des formations par alternance, peu importe le dispositif proprement dit. Et on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur les formations sous contrat d'apprentissage, entre les jeunes qui rentrent en formation et ceux qui obtiennent effectivement un diplôme, alors CAP, baccalauréat, voire BTS, et qui sont intégrés en entreprise, on est à plus de 90% d'insertion en entreprise après l'obtention du diplôme, proprement dit. CAP, CAP, baccalauréat. Donc c'est un modèle, c'est pas le seul modèle, hein. Donc il ne faut pas faire un focus et ne pas faire réellement un focus là-dessus. En tout cas, c'est un dispositif qui fonctionne. Et c'est vrai qu'à l'initiative du gouvernement, il y a des groupes de travail qui sont mis en place pour réfléchir sur l'accessibilité à d'autres certifications que celle de l'éducation nationale, CAP, BEP, bac professionnel. Je comprends parce que c'est un dispositif qui permet aussi de répondre, j'allais dire, à l'urgence des entreprises, l'apprentissage. Alors au niveau d'urgence, c'est peut-être effectivement là-dessus où l'ensemble des organismes de formation, on a quand même pas mal d'efforts à faire, parce qu'effectivement, M. Martin a précisé qu'effectivement on est dans des situations de métiers porteurs très conjoncturelles. Hein. On parle effectivement du bâtiment, on a le Midi-Pôle, on a les usines aujourd'hui, il y a une demande importante d'emploi au jour d'aujourd'hui, sauf que pour mettre en place une formation, ça ne se met pas en place en 3 coups de cuillère à peau, donc il faut du temps, il y a de l'ingénierie, il y a de la formation de formateurs, il y a des formateurs à identifier. Donc on est toujours en décalage entre la demande pressante des entreprises pour des emplois et puis la capacité aujourd'hui à l'ensemble des organismes de formation qui travaillent dans ces champs-là à mettre en place une unité de formation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le travail de relation entre les organismes de formation et les entreprises existe. Si on avait un peu plus de visibilité en GPEC, gestion prévisionnelle des emplois, des compétences des entreprises, ça nous aiderait sans doute, mais tous, alors là c'est une activité collective, ça nous aiderait sans doute plus à mieux cibler les emplois de demain. Quand je dis demain, c'est dans... Autrement dit, malgré l'étude sur laquelle on est parti aujourd'hui, l'enquête de l'ITC, on a encore beaucoup de mal à voir vraiment quels sont les besoins réels. Je n'irai pas jusque-là. Beaucoup me paraît trop fort. En tout cas, il y a des difficultés dans un certain nombre de métiers à effectivement avoir une visibilité à moyen terme. Quand je dis moyen terme, c'est 1 an, 2 ans. Donc vous voyez, c'est le terme moyen. Et puis après à long terme, effectivement, on est sur une autre problématique. Et effectivement, le travail de réseau existe. Je sais qu'au niveau des chambres consulaires, quand on met en place des formations sous contrat d'apprentissage, on est en relation avec l'IDCNC sur les études sectorielles, on est en relation avec la DFPC sur l'animation et le recensement des besoins, on est en relation avec les sociétés d'intérim, on est en relation avec les partenaires sociaux. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais pas suffisant pour qu'effectivement on ait une vision très très précise de demain. J'aimerais qu'on revienne avec Théodore Mehmet sur le Nord. Donc vous nous avez parlé de l'hôpital. Il y a beaucoup d'infrastructures très diverses qui sont en train de se mettre en place. Quels sont les emplois qui vont être créés par cette dynamique économique? Effectivement, donc toujours pour rester dans le domaine du social, à la maison d'enfance qui est en train de se construire, enfin, qui est programmée pour 2013-2014, plutôt 2014. Et je voudrais faire simplement un focus particulier sur le métier d'assistant socio-éducatif. Aujourd'hui, pour la maison de l'enfance, on recherche 13, par exemple. Métier. Quel profil aujourd'hui, quel profil, quelle qualification il faut pour être animateur socio-éducatif? Donc c'est une formation, c'est 3 ans après le bac. C'est 3 ans après le bac. Donc ça se prépare? Ça se prépare. On n'en a pas sur le territoire, on est obligé de faire venir des expatriés. Il y a des jeunes qui sont en formation, mais pas assez, qui sont en métropole. Et ça sera sans doute un axe à explorer pour justement pour leur emploi dans les années à venir. Là encore, il faut partir. Là encore, il faut partir, effectivement. Donc la formation n'existe pas, n'est pas dispensée sur le territoire.
D'autres appels comme ça très précis parce que c'est de l'information utile? Oui, tout à fait. Donc on rechercherait également, toujours pour la maison de l'enfance, donc des moniteurs éducateurs. Donc on en a très peu. La population de moniteurs éducateurs sur le territoire a tendance à vieillir. Hein, et effectivement, la formation du moniteur éducateur qui est dispensée par l'IFPSS, effectivement, est une formation en interne finalement, donc qui n'est pas ouverte, arrêtez-moi si je me trompe, qui n'est pas ouverte à l'externe. Donc effectivement, c'est surtout des perfectionnements, des montées en compétences, mais aujourd'hui, il faudrait sans doute pouvoir le proposer à du personnel externe. Et là, quel bagage il faut pour accéder soit à une formation, soit directement à la profession? Le bac suffit pour entrer. Il faut quand même le bac. Il faut quand même le bac, effectivement. J'aimerais quand même qu'on en vienne un peu au secteur de la mine, parce que, on l'a dit, c'est toujours l'actualité et c'est un grand pourvoyeur d'emploi. Justement, derrière la mine, le nickel, quels sont les métiers, quels sont les profils recherchés? Là, je m'adresse à nos interlocuteurs qui sont à la table, mais je sais que les mineurs sont très présents dans la salle aussi. Là, très concrètement, dites-nous quels sont vos besoins à très court terme, à moyen terme, et sur quel type de poste. Il y a la mine, il y a l'usine, il y a l'administratif, j'imagine. Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question? Jannick Maneté-Moore pour KNS. Alors, on ne vous entend pas, il va peut-être falloir appuyer sur le bouton. Bonjour. Oui, on vous entend. C'est bon. Donc, oui, bonjour, Jannick Maneté-Moore. Donc, je suis chef du département de maintenance pour l'usine Nickel. Donc en fait, les métiers qui sont recherchés actuellement, moi je parle principalement au niveau de la maintenance. Donc bien sûr des mécaniciens industriels, des électriciens instrumentistes industriels. Une des professions dont on parle un peu moins et qui n'est pas en fait un parcours de formation, c'est le métier de planificateur. Donc j'explique brièvement. Le planificateur, c'est la personne qui va préparer le travail pour la réalisation des activités de maintenance. Donc on a parfois tendance à appeler ça un préparateur dans le cadre de Cognongo. C'est vraiment toute l'évaluation de l'intervention à réaliser au niveau de la maintenance. Donc ce profil-là, il n'existe pas en formation. Un planificateur, en général, son programme d'évolution, c'est un technicien mécanique ou électricien qui va évoluer au sein de l'entreprise pour devenir, par son expérience professionnelle, un planificateur. Là, très précisément, quel volume d'emploi, combien de personnes vous recherchez? Et est-ce que la formation en interne est possible ou est-ce qu'il faut venir avec le bon diplôme, le bon bagage? Alors, les planificateurs, on en recherche, bon, il y en a à peu près à tous les niveaux. Là, j'ai parlé de la maintenance et d'installation fixe. Il y a également la maintenance, planification sur les engins mobiles. Donc, vous avez des planificateurs à différents niveaux dans l'entreprise. Ce sont en général donc, des niveaux, et comme je l'ai expliqué, c'est une évolution en interne qui se produit, puisqu'on ne trouve pas ces formations à l'extérieur. Donc on part sur un technicien et puis on le fait évoluer au bout de 5-6 ans vers le métier de planificateur. Et donc, je dis planificateur maintenance mine, planificateur maintenance industrie, on en recherche à peu près une dizaine, une quinzaine, pour tous les besoins de l'usine. Ah, aujourd'hui. Est-ce que c'est le type d'emploi, pour encore une fois des jeunes qui nous écoutent et qui seraient dans une démarche de formation, qui sera encore porteur, notamment chez vous, d'ici 2, 3 ou 4 ans? Alors c'est effectivement c'est des métiers d'évolution, c'est-à-dire que là j'ai parlé de l'évolution du technicien vers un planificateur peut ensuite évoluer vers une position d'encadrement pour devenir contremaître maintenance sur une usine. Donc ce sont des métiers qui sont toujours finalement ouverts dans une entreprise. Il y a toujours une évolution qui se produit, donc il y a toujours des métiers ouverts. Je dirais que la formation de base actuellement qui est la plus intéressante pour un planificateur, c'est par exemple d'abord un BTS, puis ensuite d'être généralement formé en interne pour acquérir les compétences de base d'un planificateur. Je voudrais que Dominique Marini, qui est derrière vous, qui est le directeur des mines de la SLN, qui acquiesçait de la tête, nous parle également des besoins de la SLN. On connaît le contexte, on va dire,
de la SLM qui est globalement sur les volumes, qui n'est pas en train d'embaucher, mais qui a des besoins spécifiques. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Et est-ce que, là encore, sur la problématique de la formation, vous avez des réponses ou c'est confronté? Alors, deux choses. Bonjour, tout d'abord. C'est pas Dominique, c'est Daniel. Pardon. C'est pas grave. Et merci à Madame Manoté, vous avez montré deux choses. Je vous ai répondu à votre question. Il y a des femmes, on a besoin de femmes partout. Il y a les postes de maintenance, des postes importants de responsabilité à toutes les échelles de l'entreprise. Pourquoi a-t-on besoin de femmes? Ça m'intéresse. Ah, pour plein de choses. Sur ces postes-là, parce que c'est un appel, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être des qualités que vous recherchez particulièrement. Fondamentalement parce qu'on manque de main-d'œuvre. Premièrement. C'était pas la réponse que j'attendais. Deuxièmement, pour une autre raison, c'est qu'effectivement, nous avons maintenant on a beaucoup travaillé avec des gens qui sont là à votre table pour intégrer les femmes dans le Nord, et nous avons maintenant beaucoup de conducteurs d'engins. Nous commençons à avoir des maintenanciers qui sont des femmes, et le comportement, je dirais, vis-à-vis de l'outil et vis-à-vis des respects des règles est bien supérieur chez la jambe féminine que chez Je ne répéterai pas, mais tout le monde. Ah non, mais je peux le dire à votre homme. Donc il n'y a pas de souci, en général on respecte les femmes, on respecte beaucoup mieux les règles, et du coup on a des engins qui sont mieux entretenus, qui sont mieux conduits, on a, c'est vrai, les dames, on a des règles qui sont respectées, des règles de sécurité, clairement, qui sont souvent mieux respectées, mieux comprises. On est moins stockman quand on est nana, on fait moins de rodéo dans le Nord à Wegwat le message est passé. que d'autres, on va dire. Donc on a vraiment besoin, et c'est un vivier important. Oui, on disait, c'est quand même, les femmes sont aujourd'hui statistiquement plus touchées par le chômage. Tout à fait, il y a une vraie ségrégation du chômage, une ségrégation par le chômage chez les femmes. C'est un vivier important en brousse partout sur le territoire. Alors juste avant de rebondir sur ce qu'a dit Madame Manoté, je voudrais remercier ici la DFPC pour tout ce qui est en train d'être fait en termes de BTS maintenance. Des jeunes sont sélectionnés, c'est je crois, va m'arrêter si je me trompe, la troisième promotion qui part. Il acquiesce. 3 x 12, 3 x 14 sont les sélections, qui partent en métropole, faire un BTS à Carmaux, BTS engin mobile, et qui préparent les gens de la maintenance engin mobile à la planification dont parlait Madame Manoté-Mour à l'instant, mais aussi au management de la maintenance. On a des contremaîtres, des chefs d'atelier qui sortent de là, et pas pour nous, et pas que pour les mineurs en direct. L'objectif est quand même de drainer de permettre à tous nos opérateurs qui tournent autour de nous, nos sous-traitants, d'avoir de la compétence. Et les mineurs ont joué le jeu de ne pas capter, ça serait facile, trop facile pour nous, de ne pas capter cette compétence, mais de la laisser diffuser dans le tissu socio-économique du territoire. Et là, bravo, parce que ça marche. Ça marche. Il y a des demandes, c'est la troisième qui part, il y en aura sûrement d'autres, il y a des demandes. C'est pas fait sur le territoire, il n'y a pas de BTS sur le territoire. Là, c'est un message qu'on fait passer, on peut le reprocher. On peut se le reprocher. Moi, le premier, on peut se le reprocher. C'est vrai pour le BTS, pour la maintenance, c'est vrai pour le niveau bac. Il y a une grosse demande de maintenanciers au niveau bac. Il faut bien comprendre que le niveau de la maintenance a monté. Tout à l'heure, Madame Manoté-Mour parlait d'automaticiens, d'informaticiens, d'instrumentistes. Ce sont aussi vos besoins à la SLM? Tout à fait, ce sont aussi nos besoins. Et ce niveau a monté, et on ne va pas recruter ces gens-là au niveau CAP. Il faut que nos jeunes, parfois pieds aux fesses, et à travers notre démonstration, il faut que nos jeunes continuent vers des bacs. Vous avez parlé dans d'autres métiers de sélection après le bac, on a nécessité de pousser nos jeunes à aller vers des bacs. Alors ça c'était pour le premier volet, vous m'avez posé une question sur nos besoins. Conducteurs d'engins, on en a besoin, une cinquantaine dans les 5 ans à venir. Un des vrais soucis, tout à l'heure Pierre-Henri disait qu'il avait 2 ans de réserve en conducteur d'engin. Un des vrais problèmes, il ne faut pas se cacher, c'est le cloisonnement des bassins d'emploi. Et il n'est pas facile. Pierre-Henri peut avoir 50 conducteurs. Pierre-Henri Charles, donc la formation. Excusez-moi. Pierre-Henri Charles peut avoir 50 conducteurs dans le CFTMC en réserve sur Nouméa. Comment je fais pour en faire rentrer dans certains bassins d'emploi? C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire c'est une vraie problématique. Sur les puits, sur les puits, sur les balises, sur Pourbois, sur Thio, sur Foum. C'est une vraie problématique de rendre fluide, de mettre la fluidité, de mettre de la porosité pour permettre à des gens un peu partout de rentrer un peu partout. Si je synthétise votre message, c'est pousser la qualification, si on s'adresse aux jeunes. N'hésitez pas, ayez, on va dire, le courage de pousser un maximum, et puis d'être mobile. Aujourd'hui, il faut être mobile
sur le territoire? Pousser la qualification, oui, tout à fait, vous avez raison, et nous les poussons à y aller, et confiance, qu'ils aient confiance en eux, ils ont les compétences, ce sont les leaders, ils seront à notre place demain, dans cette salle, ce sera des jeunes de la Calédonie qui seront là. Il faut vraiment les pousser, il faut qu'ils croient en eux, parce que nous on croit en eux, tous les industriels on croit en eux. Premièrement, mobilité, qu'ils soient mobiles, mais aussi que nous, au niveau du pays, on rende les choses plus faciles et plus mobiles, qu'on soit capable d'accepter un jeune de Nouméa à Kawa, un jeune de Kawa à Kébagui, un jeune de Koné à Thio, on les exemples au hasard. Donc plus de porosité et de mobilité. Et puis derrière, qu'on développe plus de compétences locales en maintenance, en conducteur d'engin et CFTMC. Je regardais, je m'étais fait une petite fiche, tous les postes d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs géologues, on a besoin d'ingénieurs mineurs. Quand vous dites on a besoin, est-ce que vous arrivez est-ce que vous pouvez nous quantifier un petit peu ce besoin, là encore, sur le court, le moyen terme? Je parle sous contrôle de mon RH qui est là, Gwendal Bonneau. En gros, des géologues, des mineurs, c'est 4 à 5 par an. Ingénieurs, 4 à 5 par an, j'insiste. Hein. Pour la SLM? Pour la SLM. Et donc, nos amis, vous imaginez, avec maintenant une place qui est mondiale. La Calédonie est devenue une petite terre de la mine et une grande terre de la mine. Donc 4 à 5 ingénieurs géologues, des maintenanciers 3 à 4 sans problème, des ingénieurs planification et projet, les postes dont parlait Mme Manoté tout à l'heure, mais le niveau du dessus, 2 à 3 sans problème. Donc vous voyez, il y a des besoins. Il y a un véritable besoin de compétences. J'aimerais qu'on, peut-être avec Philippe Martin, qu'on essaye d'avoir une vision globale sur justement ce secteur de la mine et du nickel. Si on comprend bien, il y a de gros volumes sur des métiers comme le conducteur d'engin, et après il y a des plus petits volumes, mais qui sont là récurrents, c'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités sur des métiers plus qualifiés, géologues, ingénieurs. Est-ce qu'on peut décrire le paysage un petit peu comme ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a des métiers où la qualification requise n'est pas très forte, où il y a des masses. Je ne parle pas de conducteur d'engin, puisque là, en fait, c'est une donnée culturelle en Nouvelle-Calédonie. Conduire un engin, tout le monde souhaite le faire. Donc là, on a des fortes listes d'attente. Et finalement, le goulet d'étranglement, c'est le centre de formation qui ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de stagiaires par an. Là, c'est un peu contradictoire. Donc soyons très francs sur ce métier de conducteur d'engin, parce qu'il y a un simulateur sur le forum, et il y a foule au simulateur. Est-ce que ça veut dire que finalement, il y a de l'emploi, mais ce n'est pas forcément le bon choix à court terme de se former pour être... Non, c'est le bon choix, c'est un bon choix. Simplement, la capacité de production de l'organisme de formation est limitée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que disait Pierre-Henri, on a une forte liste d'attente. Ça veut dire que si les personnes veulent se positionner sur conducteur d'engin, un demandeur d'emploi, il attendra un certain temps avant de pouvoir intégrer l'organisme de formation. Donc, mais le besoin est réel et récurrent, et rapporté avec la Calédonie, c'est un besoin important en volume. Donc ça ne peut être qu'un choix, j'allais dire à moyen terme, une stratégie d'emploi à moyen terme, sachant qu'il faut à court terme avoir un autre projet pour assurer le quotidien. On est bien d'accord. Et puis il y a aussi en Nouvelle-Calédonie, mais sur des métiers où les qualifications requises sont plus importantes, alors on parle de chiffres, on dit 3 ou 4 par an, ça paraît peu, mais encore une fois rapporté à l'échelle du marché de l'emploi de Nouvelle-Calédonie, 3 ou 4 par an sur plusieurs années et en multipliant par le nombre d'entreprises qui a besoin de ce type de profil, ça commence à faire des volumes non négligeables, 10 à 15 personnes par an globalement sur des métiers à haute qualification. Ça n'est pas rien à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, d'autant qu'on sait très bien que le temps du besoin d'entreprise n'est pas le temps de la formation. Comme je disais tout à l'heure, il y a des urgences parfois en entreprise, mais la formation, elle est longue. Et plus on est qualifié, plus cette formation est longue. Autrement dit, 4 ans, 5 ans. Un projet d'ingénieur, que ce soit dans l'industrie ou même géologue aujourd'hui pour un étudiant, est un projet, j'allais dire viable, c'est un projet porteur. C'est un projet viable, tout à fait, surtout dans les secteurs d'activité dont on sait que dans la durée, ils seront encore porteurs dans 10, 15, 20 ans. Et le besoin actuellement en compétences en Nouvelle-Calédonie est fort, il est de plus en plus élevé, et nous n'avons pas le vivier suffisant dans ces emplois extrêmement ciblés avec des fortes compétences. Daniel Delahaye, est-ce que dans l'intérim, vous sentez justement ce besoin fort, cette tension? Est-ce que vous arrivez à y répondre? Alors, cette tension, on la sent en permanence, puisque, comme l'ont précisé les différents interlocuteurs, le temps de la formation est totalement différent du besoin de l'entreprise, qui arrive à un moment ponctuel. Et puis, bon, ce qu'on constate souvent, c'est qu'on a des jeunes qui reviennent diplômés,
avec un parcours derrière qui correspond exactement à ce que l'entreprise va vouloir intégrer. La difficulté qui se pose, c'est que le temps d'intégration de l'entreprise est différent du souhait ou de la motivation du jeune. La personne va quelquefois attendre 6 mois, voire 1 an, avant que le poste soit un poste réellement à pouvoir, et l'entreprise ne va pas l'embaucher systématiquement pour un besoin qu'elle aura dans 1 an. Est-ce que, à aujourd'hui, l'intérim, dans ce contexte du marché de l'emploi, avec beaucoup de métiers, on l'a vu, le BTP, la mine qui sont en tension, est-ce que l'intérim aujourd'hui finalement sert de période d'essai, sert de recruteur? Alors complètement, on sert de période d'essai, on joue le tampon, clairement, entre ces différents besoins et entre les demandes des uns et des autres, au moment où effectivement il se fait sentir. Alors, donc effectivement, on demande d'avoir une réactivité et d'anticiper. En général, on ne fait que pourvoir avec ce qu'il y a sur le marché. Avant de faire réagir Pierre-Henri Richard de la formation professionnelle continue, juste sur ce point-là, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune ou moins jeune qui sort qualifié, qui cherche un emploi, un CDI, son métier, est-ce que l'intérim, c'est aussi une solution pour lui? C'est effectivement une solution pour lui. Et puis bon, ce qu'on voit de toute manière, c'est qu'en tant que société d'intérim, on sert de recruteur. Je dirais que dans 75% des cas, l'entreprise fait appel à nous pour recruter. Et les personnes ne vont rester en intérim que sur un temps très très déterminé, au maximum 1 mois. Pierre-Henri Richard, de la direction de la formation professionnelle continue. Oui, je voulais réagir et compléter ce qui venait d'être dit par Céline Cognon-Nickel et la SLN et puis Théo. C'était pour plutôt s'adresser à ceux qui nous écoutent et les jeunes qui nous écoutent. En fait, ceux qui sont encore au collège et au lycée, c'est vrai que ce qui vient d'être dit, c'est pousser le plus loin possible par rapport aux besoins en qualification qui sont aujourd'hui assez exigeants en termes de compétences et de niveau. Mais on a aujourd'hui aussi un certain nombre de gens qui sont sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas forcément le bac ou le BTS dont on parlait pour pouvoir postuler sur ces différents emplois, qui ont un niveau CAP ou qui n'ont pas de niveau de qualification. Et à cela, je voudrais dire que le dispositif de formation, et on parlait des métiers porteurs, et en matière de maintenance industrielle, des métiers comme les tuyauteurs, les chaudronniers, les ajusteurs, les soudeurs, on a là aussi des besoins. Et donc c'est des formations de niveau 5, donc qui s'adressent à des gens, c'est-à-dire à des gens qui n'ont pas de qualification, ou des gens qui ont un CAP, mais avec lequel ils ont du mal à trouver un emploi. Et c'est bien évidemment dans la liste des métiers porteurs qu'a identifié Philippe tout à l'heure. Et sur ces métiers-là, on n'a pas non plus d'engouement de la part des jeunes demandeurs d'emploi. Donc en fait, on a 2 types de populations. On a ceux qui sont aujourd'hui à l'école et au lycée, et là on les encourage à poursuivre et à se renseigner auprès du DCNC sur les métiers porteurs ou auprès des entreprises qui sont aujourd'hui en recherche de main-d'œuvre. Mais il y a aussi ceux qui sont sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas forcément le niveau qui est attendu aujourd'hui par ces mêmes entreprises, et pour lesquels il y a une possibilité de formation et d'emploi derrière sur des métiers qui sont en tension. Ça me permet une question d'abord, très précise. On parle de métiers porteurs, on a parlé de VKP avec là des chiffres, vraiment une visibilité et un volume qu'on imagine bien. Il y a les principales pôles d'activité qui est dans le sud. Je pose ma question à Philippe Martin. Est-ce qu'il y a des métiers porteurs aux îles ? Il y a des métiers porteurs où il y a de l'activité. Voilà. Est-ce que le tourisme, parce que c'est un petit peu le tabou, est-ce que le tourisme, on regarde les chiffres, le tourisme et la restauration sont des secteurs qui recherchent énormément. Est-ce qu'aujourd'hui on peut les qualifier de métiers porteurs ? Alors, je rappelle que la notion de métier porteur, c'est quand il y a un écart fort entre le nombre de postes offerts et le vivier potentiellement disponible. Il y a des activités où il y a la demande des entreprises, mais où le vivier est suffisant pour couvrir ses besoins. Donc le fait de dire le tourisme génère l'activité, oui. Donc en ce sens, on peut penser que c'est un métier porteur. Non, ça génère l'activité, mais cette activité peut être couverte par l'appareil de formation ou le vivier de demandeurs d'emploi en Nouvelle-Calédonie. Vous
Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le tourisme, grosso modo... Aujourd'hui, il n'y a pas... Alors, si on est... attention, il y a toujours des effets de niche. On cherchera toujours la personne au bon endroit, qui a une qualification exotique. Bien sûr, ça existera toujours. Mais d'un point de vue statistique, d'un point de vue sur lequel je me place en tant qu'IDC, le tourisme, la restauration, ce ne sont pas des secteurs qui ont un grand volume de métiers porteurs. Pourquoi? Parce qu'on forme localement un certain nombre de personnes qui peuvent intégrer le marché de l'emploi. Alors après, juste une précision, il y a les métiers porteurs tels qu'ils ont en tension, tels qu'ils sont ressentis par l'entreprise. Ce n'est pas la même chose. Je m'explique. On nous dit, et je pense à l'exemple depuis 3 jours, donc c'est une répétition, mais c'est pas grave pour ceux qui... Vous avez fait beaucoup, hein. Ouais, donc, mais en fait, on nous dit, dit, les entreprises, lors de la dernière étude de prospective emploi-formation, nous disent, nous, on a une grosse difficulté de recrutement sur les ouvriers de la maçonnerie, ou les préparateurs gros œuvres, donc sans qualification. On a une vraie difficulté, on n'arrive pas à en trouver. Bon, très bien, on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le secteur du BTP a déposé à peu près 600 offres d'emploi, et qu'en face, il y a 1500 demandeurs d'emploi qui cherchent à être préparateurs gros œuvres. Donc là, nous, techniquement, on ne peut pas dire que le métier est en tension, c'est évident. Au contraire, la tension, elle est négative. Donc, par contre, ça pose d'autres problèmes. Quelle est la capacité de ce demandeur d'emploi à intégrer l'entreprise en bonnes conditions? Où est la motivation? Où sont les savoir-être? L'employabilité? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et là, évidemment, c'est une tension qui est ressentie par l'entreprise, il faut chercher pourquoi, mais qui ne se retraduit pas dans les chiffres. Donc les chiffres aussi ont leurs limites, c'est ça que je voulais dire. Daniel Marigny qui souhaitait réagir pour la SLN. Rebondir pour les industriels en général, et Pierre Richard a eu raison de dire tout à l'heure, on a tendance tous à parler de compétences, et parler de compétences, parler de diplômes, de bac, de BTS, d'ingénieur. Or, on a tort. On a tort. Actuellement, à Jules Garnier, en CAP chaudronnerie, il y a 10 étudiants, 10 élèves. 10 élèves pour un CAP chaudronnerie pour un pays comme la Calédonie. Alors, il y en a d'autres sur le territoire, bien évidemment, mais même si je multiplie par 3, ça ferait 30 personnes. Il faut bien prendre conscience que c'est rien du tout. Ces 10 jeunes, ils ont du boulot tout de suite. Donc pourquoi n'y a-t-il pas, non pas 10 jeunes, pourquoi n'a-t-on pas été suffisamment attractif? Pourquoi il n'y en a pas 20, 30 dans ce CAP? On a une vraie aussi... on doit trouver les moyens de moderniser ces métiers du BTP, ces métiers de la chaudronnerie, de la métallerie, de la tuyauterie, ces métiers techniques, ces métiers de compétences. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un bac, un BTS ou un doctorat ou un diplôme d'ingénieur. Il s'agit d'avoir un savoir-faire et de valoriser ce savoir-faire technique que sont tous les métiers de la maintenance et bien évidemment, comme Philippe Martin l'a souligné, tous les métiers du BTP. Et là, c'est de la communication vis-à-vis des jeunes. C'est la communication, je posais la question franchement, est-ce que c'est aussi que ces métiers, quand on dit qu'ils ne sont pas attractifs, est-ce qu'ils sont suffisamment payés concrètement pour qu'un jeune s'y intéresse? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr, je vous en prie. Oui, donc concernant les métiers du BTP, je réagis un petit peu à tout ce qui a été dit, en précisant qu'effectivement, il y a des demandes, mais il faut quand même voir plus précisément s'il n'y a pas une pénibilité particulière par rapport à ce métier. Hein, c'est un métier qu'on exerce, comme on disait tout à l'heure, sous la pluie, lorsqu'il fait chaud, et actuellement, par exemple, il fait très chaud. C'est très lourd pour des jeunes qui souhaitent démarrer dans la vie active. D'autre part, quand on parlait des femmes tout à l'heure en disant ces métiers sont ouverts aux femmes, il faut également prendre en compte l'environnement, notamment du BTP, qui est un environnement, on va dire, rustique, et où les femmes ne trouvent pas toujours leur place. Parce qu'elles ne sont pas toujours accueillies correctement, même s'il y a la volonté du chef d'entreprise de les accueillir. Donc ça, c'est un pan aussi particulier. Et puis, encore une fois, lorsqu'on apprend un métier, il faut accepter également, et ce n'est pas évident, de rentrer par la petite porte, de s'y intéresser au fur et à mesure, et de se passionner ensuite pour devenir excellent et spécialisé, ce qui demande du temps. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui que bon, les jeunes aient cette notion-là, ou en tout cas qu'elle soit intégrée, et que l'information passe de la même manière, même si les parents essayent en permanence de leur dire ça va être long. Aujourd'hui, on est dans l'ère du tout de suite et pour tout.
Donc c'est un élément qu'il faut que les jeunes intègrent. Et c'est vrai également que lorsqu'on rentre dans l'entreprise, l'entreprise prend un certain temps avant de reconnaître la compétence de la personne et de la payer à sa juste valeur. Voilà, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. On va, Pierre-Henri Charles, vous souhaitiez réagir et j'aimerais que le micro, si je puis me permettre, aille vers Xavier Benoît qui, au fond, qui n'a pas encore réagi, au fond du public qui souhaitait intervenir. Pierre-Henri Charles, pour la formation professionnelle continue, le temps nous est compté, nous allons bientôt clore ce débat. Je vous écoute. Merci. Donc, je voudrais compléter ce que vient de dire Daniel Delahaye, parce qu'il y a une qualification dont on parle peu, c'est le savoir-être. Et aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs vont parler de compétences professionnelles, de savoir technique, de savoir de connaissances, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, la qualification qu'elles attendent en premier d'une personne, c'est l'employabilité, ce qu'on met généralement sous le terme d'employabilité, c'est-à-dire le comportement de l'individu dans l'entreprise et sur son milieu de travail. Et ça, c'est valable pour des ouvriers non qualifiés, aussi valable que pour des ingénieurs. On a beau être ingénieur, si on n'est pas capable de s'intégrer dans une équipe, d'arriver à l'heure, de respecter la hiérarchie, des choses de base dans l'entreprise, on sera difficilement employable. Et c'est une des qualifications qu'attend aujourd'hui le monde du travail. Dans le public, Xavier Benoît, on vous écoute. Bonjour, Xavier Benoît, secrétaire général de Caltrac. Je voulais remercier d'abord SLN et TNS d'avoir soulevé l'importance pour les sous-traitants aussi d'avoir du personnel qualifié à tous les échelons, des exemples donnés, que ce soit sur les mécaniciens engins mobiles, superviseurs, c'est-à-dire des chefs d'équipe d'engins, des planificateurs, ce sont des choses importantes. Et par rapport à ce qui a été dit sur est-ce que la formation ou est-ce que le métier est assez bien payé quand on commence, c'était l'exemple du chaudronnier, ça peut être la même chose pour un mécanicien engin mobile. Je crois que pour tous les jeunes qui nous écoutent, il ne faut pas s'arrêter sur la première année, est-ce que je vais avoir tout de suite 400 000 comme salaire brut. Ce qui est intéressant, notamment sur ces filières, de la mine, entre autres, c'est qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière pour quelqu'un qui va commencer en bas de l'échelle, qui sont très intéressantes et qui vont sur les 15-20 prochaines années. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui va rentrer avec un bac engin mobile, je milite pour la paroisse, derrière, il va pouvoir progresser au bout de quelques années et devenir superviseur, il va pouvoir progresser quelques années après et devenir planificateur, donc il y a une vraie perspective, et c'est ça qui est intéressant, je vous dis, sur cette filière-là, et c'est ça qui est vraiment attractif, je pense, aujourd'hui. Il est l'heure de conclure ce débat. Philippe Martin, vous l'avez ouvert, je vais vous laisser le conclure avec un conseil. Le conseil, justement, on l'a dit là un petit peu, mais pour ces jeunes et moins jeunes qui sont dans cette démarche d'emploi, de réinsertion ou de réorientation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont finalement les qualités sur lesquelles les employeurs vont être attentifs? Alors les qualités sur lesquelles les employeurs vont être attentifs sont les mêmes que celles que ces personnes doivent développer pour trouver une formation et un emploi. Il faut être persévérant, il faut respecter les règles, il faut répondre aux critères qu'on leur demande, même si intrinsèquement ça ne les arrange pas de prime abord. Il faut se prendre en main et il faut y aller, il faut se renseigner, il faut s'informer et il faut s'insérer dans les dispositifs. Ça, c'est déjà la première chose. Et quand on acquiert ces premières qualités dans la recherche de l'emploi, elles perdurent dans l'emploi lui-même. L'IDCNC, qui est l'une des principales portes pour ces personnes qui sont toujours dans cette démarche de recherche d'emploi, les renseignements pratiques, le numéro de téléphone, l'adresse, comment on fait pour... Je répète le numéro vert, puisque c'est le meilleur moyen de nous atteindre, 05 07 09, et ensuite la personne pourra être aiguillée, guidée. Je rappelle également que les communes, les mairies font un énorme travail, donc c'est un lieu de proximité pour tout le monde. Donc voilà, allez dans votre mairie et renseignez-vous. On vous coupe le micro. Merci à tous de votre contribution, en espérant que, tant du côté du public que des auditeurs, ce forum aura éclairé quelque peu sur les opportunités réelles d'emploi. Je vous rappelle que le forum des emplois organisé par l'UNICEF en partenariat